Je vais vous raconter une histoire qui parlera probablement à nombreux d'entre nous. Imaginez un jeune cadre dans l'industrie. Il a franchi un certain nombre d'échelons, chef d'équipe dans une petite usine. À 35 ans, on lui propose la direction de 2 sites. Alors ses débuts sont un peu chahutés, les syndicats sont puissants, ils sont vent debout devant tout ce qu'il vient de la direction. Ils sont puissants, suivis, tout est prétexte à faire grève. C'est d'ailleurs un préalable à toute discussion. Lui, de son côté, il est là pour changer les choses, réveiller la belle endormie. Oui, il faut dire que sa boîte perd des millions depuis des années. Il est là pour rétablir l'équilibre et c'est urgent. J'ai oublié de vous dire, sa boîte vient d'être rachetée par des Italiens. Son nouveau chef lui fait confiance et lui propose un projet d'envergure, celui de construire la plateforme européenne logistique de son groupe. Alors lui n'a jamais géré de projet de cette envergure, mais les défis lui plaisent, il se lance. Et en parallèle de ses fonctions de patron de site, il mène ce projet-là. L'ambition est d'ampleur, puisque dans 12 mois, il faut que tout sorte de terre. Lui ne veut pas décevoir, il veut être digne de la confiance qu'on a placée en lui, et il va réussir. 12 mois plus tard, le bâtiment est hors de terre, et il ne manque plus qu'à remplir ce bâtiment des produits qui seront expédiés du site. Ça se complique un peu, les données fournies sont peu fiables, incomplètes, mais tant bien que mal on y arrive. Quelques semaines plus tard, les équipes sont épuisées, lui aussi, mais on démarre les expéditions comme prévu. Et là, tout s'accélère. Tout ce qui pouvait mal se passe effectivement mal. Les ruptures de stock s'enchaînent, les clients se plaignent de délais de livraison impensables, de livraison incomplète. Alors on tente de les rassurer, tant bien que mal. C'est quelques semaines, c'est un nouveau projet d'envergure. Ça va se calmer, on a des pros à la barre. Entre-temps, notre jeune directeur est devenu papa. Il assure le biberon de 3 heures du matin, la fatigue est là, mais c'est la vie, ça arrive à d'autres, on avance. Son équipe se tourne vers lui et lui se trouve de plus en plus désemparé, sentant progressivement la situation lui échapper. Il a perdu 6 kilos en quelques semaines, les traits sont tirés, on lui fait la remarque. Au CJD, on lui propose de l'aide et lui dit non, c'est bon, je sais que c'est difficile en ce moment, mais je vais tenir bon. Encore quelques mois à passer et ça va se calmer. Pour autant, chaque jour, il retrouve les mêmes dysfonctionnements que la veille. Son patron s'entête à maintenir les dysfonctionnements qui le remontent depuis des mois. À l'inverse, il l'appelle 2 fois par jour pour avoir les chiffres de productivité. Clairement, il met la pression. Il se trouve maintenant insensible aux larmes qui coulent sur les joues de son directeur, jusqu'à ce que celui-ci craque un jour. Impossible de répondre à son patron. La plus simple des questions ne trouve pas de réponse. Au CJD, on lui propose une nouvelle fois de l'aide. Et là, impossible d'ignorer cette voix. Lui, il a le cerveau en compote, il ne sait plus penser à 10 000 choses à la fois, il ne sait plus anticiper et il prend chaque obstacle comme une montagne à franchir. Alors stop. Il décide d'arrêter cette fuite en avant, il accepte de l'aide. Un spécialiste met les mots sur ce qui le touche. C'est un burn-out. Cette histoire est la mienne. Elle peut arriver à nombreux d'entre nous dans cette assemblée. Nous sommes une assemblée d'entrepreneurs, tous pleinement investis dans notre entreprise. On y passe du temps, on y dépense beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Et alors ce soir, je voulais partager ce que j'ai appris de mon burn-out. Le premier enseignement, c'est que ce n'est pas la dernière maladie à la mode. Alors certes, il n'y a pas de statistiques officielles en France, mais on estime à plusieurs millions le nombre de personnes potentiellement impactées par cette maladie. Si je fais le compte dans cette salle, c'est une quinzaine de personnes qui peuvent être touchées. Vous vous rendez compte ? 15 personnes. C'est potentiellement plus si on considère que les cadres dirigeants sont particulièrement mis à l'épreuve.
Le deuxième enseignement, c'est que le burn-out touche les personnes surimpliquées. Et là, je voudrais casser tout de suite une idée reçue. Le burn-out, ce n'est pas la maladie des faibles. Ce n'est pas la maladie de ceux qui ne savent pas gérer leur stress. C'est la maladie de ceux qui sont impactés par un stress sur une longue période. On va parler de vulnérabilité en fonction de la personnalité, du contexte, de la culture d'entreprise, mais en aucun cas de fragilité ou de faiblesse. Le burn-out, ce n'est pas non plus une fatalité. On peut avoir eu un burn-out une fois et ne pas en refaire, et ne jamais avoir été impacté, et que ça vous tombe dessus sur le coin du nez un jour. Alors je vais vous donner quelques signes de comment le reconnaître. Le burn-out, c'est une multitude de symptômes. Vu de l'extérieur, c'est plein de petites choses anodines, je dirais indolores. Vu de l'intérieur, c'est une accumulation de choses qui alourdissent chaque jour un peu plus la charge mentale. On se convainc qu'on ça ira mieux demain. En apparence, on donne le change, on fait comme si on maîtrisait la situation. On connaît tout ça. On banalise. On accepte l'inacceptable, on s'entête. C'est un déni total que la situation n'est pas OK, mais alors pas OK du tout. Alors ce soir, je vais partager avec vous quelques symptômes qui accompagnent les différentes phases du burn-out. La première phase du burn-out, c'est une phase d'alarme. C'est assimilable à du stress chronique. C'est une récurrence de petits signes de stress sur une longue période. C'est une dégradation lente de l'état physique et psychique de la personne. Et là, on peut réagir et corriger. Encore faut-il lire la situation. Alors, je vais vous donner 3 exemples ce soir de comment repérer cette phase-là sur votre entourage. C'est le collègue que vous reconnaissez comme ayant toujours soulevé des montagnes et que vous trouvez aujourd'hui avec moins d'entrain, actuellement avec un peu plus d'anxiété. C'est encore le collègue de travail qui commence de façon régulière à préférer manger un sandwich sur le pouce, devant son écran, plutôt que vous accompagner déjeuner en ville. C'est encore une fois ce collègue qui est reconnu pour sa ponctualité et qui commence à être en retard aux réunions, qui rend un dossier en retard, qui est en retard pour un rendez-vous client. Pourtant, vous-même, vous le constatez, il est connecté tard le soir. Quand on ne détecte pas la première phase d'alarme, il y a une phase de résistance. Là, ça commence à être inquiétant parce que les symptômes physiques disparaissent. Et globalement, on peut dire que c'est que l'entourage qui peut réagir. Alors pour l'entourage, quels sont les signes ? La perte de poids est un symptôme. Les troubles du sommeil, les troubles de l'attention. La personne partage avec vous qu'elle passe les week-ends à dormir. Que plus elle se repose, plus elle est fatiguée. À l'extrême, elle peut même vous dire qu'elle préfère aller travailler plutôt que se reposer, c'est moins épuisant. C'est choquant, n'est-ce pas ? Troisième phase de rupture. Là, les symptômes physiques réapparaissent, sauf qu'il est trop tard pour le corps, il a déjà dépassé ses limites. Il faut réagir en urgence, consulter un médecin, sans quoi les conséquences peuvent empirer sur la vie ultérieure. C'est une perte de cheveux, d'une partie de barbe. La personne en burn-out n'y croit plus, elle se décourage. Le syndrome de l'imposteur n'est pas loin. Elle se convainc qu'elle est incompétente à son poste. Elle tient l'adversité le plus loin possible par des réponses impersonnelles. Elle démontre une attitude négative, voire agressive. Alors si vous ne détectez pas à ce moment-là, on passe à l'étape 4, qui est l'étape d'effondrement. L'étape d'effondrement, c'est la phase du burn-out la plus spectaculaire. C'est celle qui est dans l'imaginaire collectif quand on parle de burn-out. Ça se traduit par une angoisse perpétuelle, un épuisement que quelques semaines de repos ne suffisent pas à régler. Et seule l'aide psychologique et un arrêt de longue durée permettent de songer à un bon rétablissement. À ce stade, le corps surréagit
pour signifier la nécessité impérieuse d'arrêter cette spirale infernale. On peut être incapable de se lever du lit, comme paralysé, ou saisi d'une angoisse permanente, sans même savoir pourquoi. À ce stade, il n'y a pas de rebond à court terme. L'élastique est rompu et il faut tout reconstruire. Alors vous l'avez compris, sans dresser un tableau trop noir, si on réagit tôt, on peut se rétablir bien et vite. Les conséquences peuvent être majeures, vous l'avez compris. Sur la vie ultérieure, il y a un lien qui est établi entre burn-out, infarctus, cancer, maladie auto-immune, diabète, et j'en passe. Vous avez un rôle. Nous avons collectivement un rôle comme entrepreneur, comme patron. Vous avez une obligation, c'est celle de prendre soin de vous. C'est aussi celle de prendre soin de votre entourage. Un ami, un collègue, un membre de votre équipe peut être touché en ce moment. Et c'est votre vigilance qui permettra peut-être de lui sauver la vie. Et peut-être de sauver votre boîte. Soyez le patron qui insiste avec bienveillance pour proposer un échange hors cadre, informel, plutôt que celui qui va juger son collaborateur un peu faiblard en ce moment. Soyez le patron qui sait revoir l'objectif pour prendre en compte la situation de votre collaborateur. Mouillez-vous, mouillez-vous. Ne vous contentez pas d'envoyer la personne vers les RH. C'est votre management qui peut être une des solutions. Alors pour terminer, une note un peu plus joyeuse, c'est quelque chose que j'ai découvert, qui est un peu contre-intuitif, c'est que le burn-out, ça peut être une opportunité. Et je le dirais pour deux raisons. La première, c'est une meilleure connaissance de soi. On connaît mieux ses limites, on sait reconnaître les signes quand c'est pas OK. Vous savez que le corps se souvient. Et puis la deuxième raison, c'est que ça rend bienveillant. Bienveillant par rapport à soi et par rapport aux autres. On témoigne, comme je le fais aujourd'hui. On sait trouver les mots vers quelqu'un qui est en difficulté. Et alors juste pour ça, ce que je peux exprimer aujourd'hui et que j'étais bien incapable d'accepter et d'entendre quand j'étais en pleine crise, c'est qu'on peut dire « Merci Burnout ». Merci à vous.